Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder des suites récurrentes et dans le cas où elles convergent vers un point fixe attractif. Regardons rapidement une situation générale. On a f, une fonction qui va d'un intervalle i vers lui-même, ça c'est important. Bon, pour l'instant de classe C, je dis pas, on verra au fur et à mesure en fonction des besoins. Et on suppose que f' de x est borné, ici sur i, hein, par un certain k, qui est lui-même strictement plus petit que 1. Bon, alors ça c'est une hypothèse importante. Et on suppose que dans i, il y a un r, tel que, un point fixe, hein, tel que f de r est égal à r. Bon, alors voilà à peu près la situation. Hein, vous avez votre point fixe ici, ça c'est la première bisectrice. Hein, vous avez votre point fixe R, vous avez votre courbe dont la dérivée est strictement plus petite qu'un certain k, hein, ici, qui est plus petit que 1, voilà, comme ceci. Et là, on va avoir un point fixe attractif. Hein, vous avez votre suite ici, et puis si vous partiez d'un U0 plus grand, ben, ça descendrait. Alors, votre suite, c'est UN, je ne l'ai pas présenté, c'est UN plus 1 égale F de UN, vous en seriez douté, et on n'a pas besoin, on a juste besoin de la dérivabilité sur I pour avoir que UN plus 1 moins R est égal, bon, on oublie les valeurs absolues, est égal à un certain F' de x0 un moins r pour un x0 dans i. Bon, bah ça c'est le théorème des accroissements finis. Hein. Il demande la dérivabilité, hein, sur l'ouvert. Et donc, on en déduit directement que, en valeur absolue, un moins r est inférieur à k puissance n, u0 moins r. Donc, bon, si on doit résumer, à peu de frais, hein, on voit que un moins r va être majoré par une suite géométrique qui converge, ici vers 0, évidemment, de raison k. On veut que un-r soit équivalente à une suite géométrique. Alors, on s'en doute, si elle est équivalente à une suite géométrique, ce sera une suite géométrique de raison quoi? A priori, vous le voyez, hein, ici, vous avez ici la dérivée, là, ici la tangente, et ce sera équivalent. Hein, bon, cette courbe va ressembler à sa tangente quand on va se rapprocher du point attractif, et bien sûr, ce sera une suite géométrique de raison f' de r. Donc il nous faut une égalité. Alors ici une égalité, ici f' de r, et non pas f' de x0. Donc il nous faut prolonger le développement limité, et c'est là où on va supposer que f est de classe C2. Donc supposons que f soit de classe C2. Et on va aussi supposer que f' de r est différent de 0. Voilà. Bon, alors ça, effectivement, si f' de r égale 0, on aurait des problèmes parce que l'ordre 1 ne donnerait pas un équivalent. Et on va aussi supposer que n est non stationnaire. Voilà. Donc ça, c'est nos nouvelles suppositions. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On va avoir un plus 1 moins r, ça va être f' de r, facteur de un moins r, plus un certain f seconde de cn avec un cn dans i, sur 2, bon, facteur de un moins r au carré. Ça, c'est Taylor-Lagrange. Bon, qui ne suppose que bon, f, deux fois dérivable ici, hein. Et maintenant, on va pouvoir mettre en facteur f' de r, facteur de un moins r. Maintenant, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire un plus 1 moins r, égale f' de r, facteur de un moins r, et facteur d'un certain 1 plus Rn, avec Rn, c'est f seconde de Cn, facteur de un moins r, sur 2 f' de r, puisque j'ai supposé f' de r non nul. Bien.
Donc globalement, hein, là ça y est, on va avoir notre suite géométrique ici, puisque un moins r va être égal à f' de r puissance n, facteur de u0 moins r, fois un produit de i égale 0 à n-1 de 1 plus ri. Et il va falloir étudier cette suite-là. D'accord ? Alors, cette suite, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Comme un est non stationnaire, elle est 1 plus ri est non nul. Hein, sinon, on aurait une suite stationnaire. Bon, alors 1 plus ri est non nul, et puis c'est positif. Alors, pourquoi c'est positif ? Regardons. Rn, c'est là où on va supposer f de classe C2, et f seconde, qui est continue, va être borné sur un compact. Bon, il est évident que un moins r ici est borné, donc il appartient à un compact, et sur ce compact, f seconde est inférieur à grand N. Donc on va avoir Rn inférieur ou égal à m sur 2 f' de r, k puissance n, fois valeur absolue de u0 moins r. Voilà, j'ai remplacé ça par ça, d'après cette formule-là. Voilà. Ce qui veut dire que Rn, c'est un grand taux de k puissance n. Grand taux, ça veut dire que quand on divise par k puissance n, on a quelque chose de borné. Bon, alors k, je vous rappelle qu'il est strictement inférieur à 1. On peut prendre le log de 1 plus ri, parce que 1 plus ri va être strictement positif à partir d'un certain rang. Et donc, le log de 1 plus ri, il est inférieur à ri, et donc la série ici va être bornée par une série géométrique de raison k, et ça va converger. Donc si la série des logs converge, le produit ici va converger. Voilà. Ce qui va faire que ça va converger vers une certaine constante, et quand on va multiplier cette constante par u0 moins r, on va avoir une certaine constante, une autre constante, un lambda de u0, et un moins r est équivalent à lambda de u0, ici, la limite de ceci, puisqu'on a une série convergente, fois f' de r puissance n. Voilà, on a cette équivalence, et on est passé avec une hypothèse classe C2, on aurait pu dire simplement f dérivable 2 fois et la dérivée est bornée, mais bon, avec classe C2, on s'affranchit de tout détail, et on est passé de inférieur ou égal à une suite géométrique à vraiment équivalent à une autre suite géométrique, et vraiment de raison f' de r. Voilà, maintenant on va voir une application qui implique la méthode d'Archimède. Ça ne nous rajeunit pas. Alors allons-y pour une application. On va prendre f de x égale racine de 2 plus x sur l'intervalle i égale r plus. Ça c'est i. Hein. Et la dérivée de f, c'est 1 sur 2 racine de 2 plus x. Voilà. Point fixe sur R+, on résout x2 moins x moins 2 égale 0, ce qui fait facilement x égale 2, parce que x est strictement positif, et la dérivée de f en 2, c'est 1 quart. Bon, la fonction, elle est de classe C2, il n'y a pas de problème, ce qui va faire que quand on va regarder la suite un plus 1 égale f de un, eh bien, non seulement un va converger rapidement vers 2, mais on peut dire que, alors là je prends 2 moins un plutôt que un moins 2, ça revient au même, c'est équivalent à une certaine suite géométrique, ça c'est différent de 0, qu'on va écrire lambda sur 4 puissance n, parce qu'elle est de raison 1 quart. Voilà, donc on va s'intéresser à ce nombre lambda. Qui est-il ? Eh bien, on va multiplier par 4 puissance n, donc on regarde 4 puissance n fois 2 moins un. On va faire mieux. Je commence par u1 égale 0, ce qui va faire que je suis avant mon lambda, parce que là j'ai pris le minimum sur R+, et donc on se doute que la suite va être croissante. Et on va regarder donc la racine, donc ça va être positif, puisque la suite est croissante, et va tendre vers 2.
Et on va regarder la racine de 4 puissance n fois 2 moins un. C'est-à-dire, on veut regarder quelque chose qui va tendre vers racine de lambda, c'est-à-dire 2 puissance n, racine de 2 moins un. Voilà. Combien vaut lambda? Combien vaut racine de lambda? Là, il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer, c'est le lien avec la méthode d'Archimède. On va regarder la suite Vn. Vn, c'est 2 sinus pi sur 2 puissance n plus 1. Cette suite, c'est facile d'en avoir un équivalent, c'est facile d'avoir un développement limité, ça, on sait faire des tas de choses sur cette suite. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette suite, géométriquement? Ça veut dire que je prends le cercle de rayon 1, cercle, voilà, trigonométrique, je vais prendre l'angle alpha égale 2pi sur 2 puissance n plus 1, d'accord? C'est-à-dire pi sur 2 puissance n, voilà mon alpha. Ici, je vais regarder le 2 puissance n plus 1 Ghosn inscrit dans mon cercle. Ben oui, puisque j'ai divisé 2pi par 2 puissance n plus 1, hein, d'accord? Donc ici, quand je vais dessiner le polygone d'anglocentre alpha, le polygone régulier, hein, je vais avoir un 2 puissance n plus 1 Ghosn régulier, hein, évidemment. Alors ici, j'ai celui-ci, et si je veux calculer Vn, eh ben, je divise, je regarde la bisectrice, la médiatrice, ce que vous voulez. Et ici, j'ai le demi, la demi, ma Vn sur 2, hein, la demi-mesure de ce côté, hein, en multipliant par le sinus moitié. Donc bien le sinus alpha sur 2, donc qui est bien ce sinus-là. Et maintenant, pour avoir Vn, je multiplie par 2. Donc Vn, c'est bien le côté du... donc c'est le côté du 2 puissance n plus 1 Ghosn. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire un lien entre Vn et Wn. Alors maintenant, on va utiliser un peu de trigonométrie facile. 2 sinus carré θ sur 2, bah, c'est 1 moins cosinus θ. Bon, arc moitié, hein, on connaît quand même un peu. Et comme on est dans une situation où les angles sont positifs, voilà, bien compris entre 0 et pi sur 2, eh bien... cosinus, c'est racine de 1 moins sinus carré. Parce que cosinus est positif. Et donc, ici, on a 2 sinus carré θ sur 2 égale 1 moins racine de 1 moins sinus carré θ. Voilà. Ce qui fait que Vn plus 1, eh bien, en utilisant cette formule-là, eh bien, on trouve facilement que c'est racine de 2 moins racine de 4 moins Vn carré. Bon, vérifiez-le, c'est vraiment pas difficile à partir de là, en posant θ égale pi sur 2 puissance n plus 1. Voilà. Et maintenant, ici, je regarde combien vaut V1. Alors V1 vaut, pour n égale 1, ici j'ai pi sur 4, donc racine de 2 sur 2, fois 2, ça fait racine de 2. Donc V1 égale racine de 2. Bon, très bien. Alors maintenant, on va regarder une autre suite, juste la suite racine de 2 moins un. Quelle est sa relation de récurrence? Donc regardez, racine de 2 moins un au carré, ça va faire 2 moins un. 4 moins 2 moins un, ça va faire 2 plus un. Racine de 2 plus un, par définition, c'est f de un, donc c'est un plus 1. Donc on a bien ça. Hein, d'accord? Voilà. Voilà. Donc on a cette relation de récurrence qui est exactement donc la même que celle de Vn. Et maintenant, on regarde racine de 2 moins u1. Eh bien, ça fait tout simplement, puisque u1 c'est égal à 0, ça fait racine de 2. Donc, exactement comme V1. On en déduit donc que Vn est égal à racine de 2 moins un, puisqu'il y a la même relation de récurrence et la même initialisation. Voilà. Alors maintenant, ici, j'ai Vn. Ce qui fait que Wn que je cherchais, c'est 2 puissance n fois Vn.
Voilà. Et maintenant, 2 puissance n fois Vn. Eh bien, regardez, puisqu'on a dit que Vn, c'était le côté du 2 puissance n plus 1 gone régulier, eh bien, là, Wn, ça devrait être le demi-périmètre de ce polygone. D'accord? Puisque là, j'ai pas mis 2n plus 1, j'ai mis que 2 puissance n. Donc, ça devrait être le demi-périmètre. On a envie de dire que du coup, le demi-périmètre, comme le polygone, la suite de polygones va tendre vers le cercle, alors le demi-périmètre va tendre vers le demi-périmètre du cercle, c'est-à-dire pi. Là, il y a quand même un petit piège, il faut faire attention. Je vous ai mis un contre-exemple ici. Donc le problème, c'est le suivant. Hein, vous avez une suite de courbes qui tend vers une courbe, et vous voulez savoir si la suite des longueurs tend vers la longueur de la courbe limite. D'accord? Est-ce que la limite des longueurs, c'est la longueur de la courbe limite? Vous voyez que vous faites une espèce d'échange de passage à la limite qui demande souvent de la convergence uniforme, convergence normale, etc. Hein, parce qu'une longueur, c'est quand même une intégrale, donc vous êtes en train de commuter la limite avec cette intégrale. Bien, donc vous avez un contre-exemple, hein. Vous prenez la suite de courbes suivantes, vous partez de ce triangle, et ici on prend à la moitié, ici, et ici à chaque fois on prend à la moitié, et vous avez une espèce de fractal ici qui va se passer, et la courbe ici limite, ça va être ce segment là, ici. D'accord ? Or, ici, dans la suite, il y a préservation, on part d'un triangle équilatéral, donc ici, la longueur de cette courbe-là, ici c'est 1, mais ici la longueur de cette courbe c'est 2. Mais celle-ci, c'est la même, hein, d'accord, puisque ça plus ça c'est égal à ça, et ça plus ça c'est égal à ça, etc., etc. Donc on a une suite de courbes de longueur 2 qui va tendre vers une courbe de longueur 1, en quelque sorte. Hein. Donc vous voyez qu'il y a quand même des problèmes. Bon, là, ça ne va pas se passer, ce truc-là, mais il faut quand même faire attention. Donc il vaut mieux faire tout simplement l'équivalent ici. Hein, on va avoir Wn qui est égal donc, à 2 puissance n Vn. Donc Vn va être équivalent à 2 fois pi sur 2 puissance n plus 1. Voilà. Donc on l'a ici, parce que j'ai multiplié par 2, et donc on fait disparaître ça, et ça va tendre vers pi. Donc ça nous fait une jolie approximation de pi. On peut même avoir un développement limité, ici, et regardez, vous avez 2 racines de 2, d'accord, voilà, pour n égale 1, c'est bien ça, d'accord, oui, puisqu'on avait 2 racines de 2, puis 4 racines de 2 moins racine de 2, puis 8 racine de 2 moins 2 plus racine de 2. Voilà la première, c'est émouvant, mais c'est la première suite qui a donné des approximations de pi. Si vous avez 2,8, là vous dépassez les 3. Vous dépassez les 3, c'est un peu normal, parce que vous avez l'hexagone, lui, l'hexagone régulier, qui est inscrit dans le cercle de rayon 1, lui, il est de longueur 3. Hein, vous pouvez le vérifier, et c'est bien connu. Donc, comme là, on est passé à l'octogone, eh bien, on a quelque chose qui approche mieux, donc on est passé au-dessus de 3. Et donc là, vous voyez qu'on commence à être dans les 3,1, quelque chose, et ça va tendre vers pi assez rapidement. D'ailleurs, il y a une petite histoire à raconter sur ce 3. Voilà donc la petite histoire qu'on peut trouver dans le livre Récolte et semailles d'Alexandre Grothendieck, où il raconte que vers l'âge de 11 ou 12 ans, bon, il était à cette époque, donc on était pendant la guerre, il était interné au camp de concentration de Rieucros, près de Mende, et il s'amusait à faire des jeux de tracés au compas, bon, et puis donc il avait des rosaces, et avec les rosaces évidemment, on retombait
sur le point de départ, c'était magnifique. Et il était du coup convaincu que la longueur de la circonférence, c'était 6 fois celle du rayon. Pourquoi? Parce que avec les rosaces, ils construisaient des hexagones réguliers inscrits dans des cercles, et donc ils pensaient que la longueur du cercle était égale à la longueur de l'hexagone, et on vient de dire que la longueur de l'hexagone régulier, inscrit dans le cercle, si c'est le cercle de rayon 1, c'est 6. Voilà. Et donc, quand il voit dans un livre que L est égal à 2pi r avec pi égale 3,14, et ben son premier réflexe, c'est de se dire que le livre se trompait. Et depuis l'Antiquité, il en était vraiment désolé, parce que pi était pour lui égal à 3. Voilà. Cette confiance qu'un enfant peut avoir en ses propres lumières, en se fiant à ses facultés, plutôt que de prendre pour argent comptant les choses apprises à l'école ou lues dans les livres, est une chose précieuse. Alors, précieuse, mais précieuse et parfois ridicule, puisque là, il s'était trompé. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et il explique que cette expérience a été sans doute une des toutes premières qui m'a enseigné une certaine prudence, quand mes propres lumières semblent contredire un savoir généralement admis, qu'une telle situation peut mériter un examen attentif. La prudence, qui est un fruit de l'expérience, épouse et complète, sans l'altérer, la confiance spontanée en sa propre capacité de connaître et de découvrir, et l'assurance que donne la connaissance originelle de ce pouvoir en nous. Je trouve ça très très joli, c'est une belle histoire. Et on va s'arrêter sur cette jolie histoire. Et on va s'arrêter sur cette belle histoire, justement, qui nous aura donné un instant l'illusion qu'on peut comprendre tout ce que dit M. Grothendieck, qu'on arrive à dominer Alexandre Grothendieck au moins jusqu'à 11 ans.